Bonjour chers étudiants du module audit général et 6. Après avoir passé en revue la typologie d'audit, la définition d'audit, le cadre général de l'audit financier, nous allons voir maintenant deux cas pratiques qui concernent d'une part l'audit contractuel et ses normes. Je dis bien l'audit contractuel, bien sûr les normes de l'audit contractuel, ce sont les normes de l'audit financier en général. Et on va voir bien sûr un cas dédié, les risques d'audit financier. On va commencer par le premier TD. Qui porte sur les normes de la révision comptable. On dit révision comptable ou audit contractuel. C'est presque la même chose. Donc nous avons un cas que je vais lire et en le lisant, on va essayer un petit peu de déceler là où il y a problème. Parce que la question, c'est quoi la question en fin de compte? Quelles sont les normes d'audit que le cabinet d'expertise comptable n'a pas respectées? C'est-à-dire en lisant ce cas, on va essayer un petit peu de déceler quelles sont les normes d'audit financier non respectées par le cabinet d'expertise et comment il a montré cet irrespect. Et par quelle action a-t-il montré cet irrespect? Alors, je lis, puis par la suite on va discuter. Et en lisant, on va essayer à chaque fois de nous arrêter sur les éléments qui ne respectent pas les normes de l'audit financier comptable, sachant qu'on a déjà vu les normes. À titre de rappel, nous avons les normes de comportement, nous avons les normes de travail et nous avons bien sûr les normes de rapport. Au Maroc, il y a trois types de normes: normes de comportement, normes de travail et normes, bien entendu, de rédaction de rapport ou de rapport. Monsieur Benzakour, président directeur général et actionnaire principal de la société Nahda Service, entreprise de nettoyage industriel. Donc là, on a affaire à une entreprise qui a demandé au cabinet d'expertise comptable Guivard et associés d'effectuer une révision comptable. Alors la première question qu'on doit nous poser, s'agit-il d'un audit légal ou d'un audit contractuel? Au niveau de cet exercice, il s'agit d'un audit contractuel et bien sûr d'une révision comptable, pour faire une révision comptable. Mais bien sûr, les normes de l'audit financier comptable s'appliquent à la fois au commissariat aux comptes, mais également à l'audit contractuel au niveau du domaine financier. D'effectuer une révision comptable des états financiers de son entreprise au 31 décembre 2019. Donc, la société a demandé au cabinet de réviser ses comptes pour l'exercice 2019 et bien sûr les comptes arrêtés au 31/12/2019. Jusque-là, aucun problème. Il doit y avoir bien sûr un contrat. C'est pour cela qu'on l'a appelé audit contractuel. Il doit y avoir un contrat entre l'auditeur et l'audité. C'est qui l'auditeur? L'auditeur, c'est le cabinet d'expertise comptable, Guivard et associés. Et qui est l'audité, le sujet d'audit? C'est bien sûr la société Nahda et Services, dont Benzakour est le PDG et l'actionnaire principal. Je continue. Monsieur Benzakour souhaite que cette révision soit terminée rapidement. Voilà déjà un problème. Bien sûr, on ne doit pas. L'auditeur doit être indépendant. On ne va pas dire à l'auditeur, s'il vous plaît, allez-y, faites vite. On est pressé. M. Benzakour souhaite que cette révision soit terminée rapidement, de manière à pouvoir présenter des états financiers audités à la Banque populaire, au prix de laquelle la société sollicite un prêt important. Au niveau du cours, ça c'est une application du cours. On a dit que les sociétés recourent à l'audit contractuel, entre autres, pour avoir un crédit bancaire. Parce que parfois les banques demandent, avant d'octroyer le crédit, demandent à avoir des états de synthèse certifiés par un expert comptable. C'est-à-dire certifiés. C'est-à-dire l'expert comptable, je ne dis pas les commissaires aux comptes.
Je dis l'expert comptable certifie la régularité et la sincérité des comptes. Donc, pour avoir un crédit bancaire, l'expert comptable doit certifier les comptes. C'est ça le motif qui a poussé la société Nahda Service à demander les services d'un auditeur contractuel. Bien sûr, il s'agit du cabinet d'expertise comptable, Guivar et Associés. Je répète, M. Benzakour souhaite que cette révision soit terminée rapidement de manière à pouvoir présenter des états financiers audités, c'est-à-dire certifiés à la Banque populaire, auprès de laquelle la société sollicite un prêt important. M. Ben Saih souhaite avoir également ces états financiers audités. Donc, Benzakour veut avoir des états financiers audités pour avoir un crédit. Donc, il va solliciter les services de l'expert comptable. M. Ben Saih souhaite également avoir ces états financiers audités afin de négocier avec M. Benzakour les modalités d'une entrée éventuelle dans l'actionnariat de la société Nahda. C'est-à-dire, un actionnaire qui veut devenir, un futur actionnaire qui veut devenir actionnaire dans la société Nahda Service, pour être sûr que cette société est pérenne, que cette société a une situation financière saine, que cette société il a un bel avenir devant elle, que cette société il a une bonne situation financière, bien sûr c'est une garantie pour lui. Qui garantit ceci? C'est bien sûr l'audit contractuel, c'est la certification ou l'audit contractuel effectué par l'audit financier qui va faire bien sûr un audit contractuel. Et bien sûr, M. Ben Saih, lorsqu'il va voir des comptes audités, lorsqu'il va voir que les comptes de la société sont bien audités, il sera motivé pour bien sûr devenir actionnaire dans la société de Benzakour ou la société Nahda Service. Donc, M. Ben Saih souhaite avoir également ses états financiers audités, donc faire l'audit des états financiers, afin de négocier avec Benzakour les modalités d'une entrée éventuelle dans l'actionnariat de la société. Il veut devenir actionnaire de la société. Donc là, il y a deux mobiles de l'audit contractuel. Le premier mobile, avoir un crédit bancaire. Le deuxième mobile, devenir actionnaire dans la société. Le cabinet comptable a immédiatement accepté la mission. Alors, lorsqu'il y a eu contrat entre le cabinet et la société Nahda, sans s'informer. Tout à l'heure, on a dit, il y a une norme qui dit on doit s'informer sur l'audité, sa réputation, les risques. Donc, sur le champ, le cabinet comptable a immédiatement accepté la mission et est tombé d'accord pour se mettre son rapport dans les 2 semaines. Ben, un rapport rédigé rapidement. Voilà un problème. Et M. Benzakour lui paiera des honoraires. C'est normal. Les auditeurs perçoivent des honoraires, pas des salaires. C'est l'auditeur interne qui perçoit un salaire. L'auditeur interne perçoit un salaire, c'est un salarié, mais les auditeurs financiers, les auditeurs opérationnels ne perçoivent pas un salaire, ils perçoivent des honoraires. Du moment qu'ils relèvent d'une profession libérale. C'est un bureau de consulting, c'est un cabinet comment il s'appelle ce cabinet? Tout à l'heure on l'a dit, cabinet d'expertise comptable Guivar et Associés. Donc, je répète, le cabinet comptable a immédiatement accepté la mission et est tombé d'accord pour se mettre son rapport dans les 2 semaines. Et M. Benzakour lui paiera des honoraires, pas de problème, fixe, accompagné d'une prime. Ça c'est grave, parce que l'auditeur ne devra pas percevoir une prime. Lorsqu'il perçoit une prime, ça va nuire au principe de l'indépendance. Il n'est plus indépendant. Donc maintenant, il y a un lien. Qu'est-ce qu'on a dit? Indépendance, c'est absence de lien. Je te donne une prime, le lendemain, je te donne une autre prime.
Donc, l'audité peut manipuler l'auditeur, il peut l'influencer. Donc, il n'y a plus d'indépendance accompagnée d'une prime si le prêt est accordé à la société. Nada. Le cabinet comptable étant un cabinet à effectifs très limité, donc il ne dispose pas d'assez de moyens, donc il n'a pas assez d'effectifs. Il a recruté sur le champ, immédiatement, ponctuellement, il est sur le champ. Il a recruté 2 étudiants en comptabilité. Là se pose également le problème de la compétence. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, la compétence? 2 étudiants fraîchement diplômés. Bien sûr, il y a le savoir, certes, oui, le savoir. Le savoir, c'est la connaissance. C'est la connaissance qu'on reçoit à la fac. Mais cette connaissance doit être assortie d'un savoir-faire, de l'expérience. Et un savoir-être, ce qu'on appelle des aptitudes personnelles. Tous ces éléments s'acquièrent avec le temps. Or, 2 étudiants en comptabilité ont été recrutés ponctuellement pour effectuer la révision. Donc là, également, il y a un problème. L'associé gérant du cabinet et signataire du rapport, c'est lui qui va signer le rapport, en quelques minutes, leur a résumé le travail à effectuer, c'est-à-dire la supervision, il était rapide. Il a fait une supervision rapide qui devait consister essentiellement en la vérification mathématique des soldes, le pointage de la balance générale avec les états financiers. C'est-à-dire, on va prendre la balance, vous connaissez la balance, vous avez vu comptabilité générale, la balance, et ils vont rapprocher, ils vont comparer la balance avec les états financiers, et bien sûr, ils vont faire le pointage, la vérification mathématique des soldes, c'est-à-dire, ils vont bien sûr, ce qu'on appelle un contrôle arithmétique, ils vont bien sûr vérifier les soldes de façon mathématique. Il y a une analyse du contenu des états. Comme vous l'avez constaté, absence des 4 contrôles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les étudiants ont suivi les conseils de l'associé gérant et lui ont remis 10 jours plus tard les états financiers qui ne comportent pas de note annexe. En l'espace de 10 jours, ils ont déjà vu les états financiers, la balance, etc. Ils ont fait ce qui a été demandé, mais sans être bien supervisés. Et bien sûr, ils n'ont pas assez d'expérience pour mener ces missions. L'associé gérant relut le bilan, donc les états financiers, c'est le bilan et le CPC. L'associé gérant relut le bilan et le compte du résultat. Et sur le champ, il a préparé un rapport. Et préparera un rapport sans réserve. C'est-à-dire, il va dire quelle est son opinion. Je certifie les comptes sans réserve. C'est-à-dire sans réserve. Sans remarque. Tout à l'heure, j'ai parlé des normes de rapport. Donc, on peut émettre une opinion avec réserve, une opinion sans réserve et une opinion de refus de certification. Et c'est très, très, très difficile d'émettre une opinion sans réserve. C'est-à-dire, c'est la perfection. Et j'ai donné tout à l'heure les 3 conditions. Il y a des conditions pour émettre. Parmi ces conditions, c'est que les 4 contrôles, ce qu'on appelle les diligences d'audit, les 4 contrôles dont j'ai parlé tout à l'heure doivent être conformes aux normes. Quelles normes? Les 3 normes. Normes de rapport, normes de comportement et normes de qualité de travail. Donc, il a émis un rapport sans réserve. Ce rapport ne fait pas référence aux principes comptables appliqués pour la préparation des états financiers. Au niveau de l'étendue, si vous avez bonne mémoire, bien sûr, on doit bien sûr mettre l'accent sur la méthodologie, les méthodes comptables avec lesquelles on a travaillé, etc. Donc, quelles sont les normes d'audit financier que le cabinet d'experts comptables n'a pas respectées? Par quelle action a-t-il montré cet irrespect? Donc, quelles sont les normes? Regardez, je commence par la compétence. Le cabinet n'aurait pas dû recruter 2 étudiants pour effectuer l'audit. D'accord? La mission doit être effectuée par des personnes ayant une formation et une expérience suffisante en matière d'audit. Ils ne sont pas compétents, donc les deux étudiants ne sont pas compétents. Tout à l'heure, j'ai parlé de la compétence. Les 2 étudiants ne sont pas compétents. Du moment qu'ils ne disposent pas d'un diplôme en matière d'audit, ou au moins une expérience en matière d'audit, et d'autre part, ils n'ont pas une culture multidisciplinaire, ils ne sont pas expérimentés.
10 assistants peuvent être affectés, même sans qu'il y ait encore d'expérience, mais ils doivent être supervisés. D'autant plus, ces deux étudiants n'ont pas été supervisés. Ces deux étudiants n'ont pas été supervisés et contrôlés. Ils n'ont pas été supervisés. Tout à l'heure, j'ai parlé de la supervision. Superviser, c'est contrôler, c'est motiver, c'est régler les conflits, c'est assister les nouvelles recrues. Par exemple, ces deux jeunes étudiants, c'est comme s'il s'agit de deux nouvelles recrues, il doit les assister, d'accord? C'est assurer la communication transversale, c'est régler les conflits, etc. Donc, aucune supervision, aucun contrôle, deux étudiants qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas de l'expérience, donc il y a un problème de compétence. Premier problème au niveau de ce contrat qui lie l'auditeur et l'audité, ce contrat qui lie le cabinet avec la société de nettoyage, la première norme non respectée, c'est la norme de compétence, qui est une norme de comportement. C'est une norme de comportement. Par quelle action? On a explicité par quelle action. Deuxième norme de comportement qui n'est pas respectée, c'est que le cabinet n'est pas indépendant de fait. Pourquoi il n'est pas indépendant? Du moment qu'il a perçu une prime, il n'est plus indépendant. Donc il y a un lien. L'indépendance, c'est l'absence de lien entre l'auditeur et l'audité. Donc je lis, le cabinet n'est pas indépendant de fait en raison de la prime qu'il percevra si le prêt est octroyé à la société. Or, l'auditeur ne devrait avoir aucun intérêt et ne subir aucune influence susceptible de compromettre l'approche objective des problèmes et la liberté de l'opinion professionnelle acquise. Donc il ne doit pas être influencé. Il ne doit pas être influencé. Du moment qu'il va percevoir une prime, il sera manipulable et on va l'influencer. Donc deuxième principe de comportement, ou la deuxième norme de comportement non respectée, c'est l'indépendance. Par quelle action le cabinet d'expertise comptable a montré l'irrespect de la norme? Par ce qu'on a dit tout à l'heure. Troisième norme non respectée, c'est la planification. Il y a la planification et la supervision, bien sûr. Ce sont les normes de travail. On a dit que les deux étudiants n'ont pas été supervisés. Ça saute aux yeux. Et la planification, tout à l'heure j'ai parlé de la planification de la mission, la planification de l'orientation de la mission, prise de connaissance générale de l'entreprise. Il n'a pas pris de connaissance générale de l'entreprise, il n'a pas demandé toutes les pièces sur l'entreprise, son positionnement sectoriel, son chiffre d'affaires, ses manuels de procédure, ses contrats, etc. Il n'a rien demandé. Il n'a pas fait d'interview, donc prise de connaissance générale de l'entreprise. Il n'a pas évalué les risques, il n'a pas fixé un seuil de signification. D'accord? Et il n'a pas procédé également, bien sûr, au contrôle tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. Il n'a pas organisé la mission. Donc, je lis, le cabinet a accepté la mission sans avoir le personnel compétent pour l'exécuter. Donc, il n'a pas les moyens. On peut ajouter ici une autre norme, ça s'appelle l'acceptation de la mission. C'est une norme de comportement. On peut l'ajouter ici. Planification, supervision et acceptation. On peut l'ajouter, pas de problème. Parce qu'il y a un norme qui dit, tout à l'heure je l'ai dit, l'auditeur, avant d'accepter la mission, il doit s'informer sur la société, sa réputation, est-ce qu'il y a des risques. Bien sûr, il doit consulter les anciens auditeurs pour voir la réputation de l'auditeur. Et surtout, il doit s'assurer est-ce qu'il a les moyens pour mener cette mission. Tout ceci n'a pas été fait par l'auditeur, donc on peut ajouter, si vous voulez, une norme de l'acceptation de la mission. Donc planification, supervision et acceptation de la mission, toutes ces normes-là n'ont pas été respectées. Le cabinet a accepté la mission sans avoir le personnel compétent pour l'exécuter. Deux étudiants fraîchement diplômés, sans expérience professionnelle. Aucune planification ne semble donc avoir été faite, donc il n'y a pas de planification, pas de programme de travail rédigé, pas de supervision. Donc pas de planification. Qui dit planification dit programmation, pas de supervision, et bien sûr, il a travaillé avec un personnel qui est incompétent. Suivi d'une méthodologie d'audit. Bon, suivre
d'audit, tout à l'heure j'ai parlé, surtout, pour avoir des éléments probants, on doit suivre des techniques. On doit suivre des techniques de contrôle. On doit suivre des techniques de contrôle. Parmi les techniques de contrôle, contrôle sur pièce et de vraisemblance, contrôle physique, examen analytique, lettre de confirmation, tout ceci n'a pas été fait par l'auditeur. L'associé gérant du cabinet n'a pas étudié ou fait étudier les procédures au sein de l'entreprise. Aucune procédure d'audit. Regardez les méthodes et les techniques d'audit. Donc, les méthodes et les techniques d'audit, je mets l'accent sur les méthodes. Aucune méthode d'audit et aucune procédure d'audit, c'est-à-dire surtout les techniques d'audit et les techniques de contrôle n'ont pas été bien sûr respectées. Aucune procédure d'audit ne semble avoir été utilisée. Il n'a pas utilisé ce qu'on appelle les techniques d'audit qu'on a vu tout à l'heure ou les techniques de contrôle. Le travail exécuté ressemble plus à de l'assistance qu'à une véritable révision. Donc ce n'est pas une révision comptable, on n'a pas révisé les comptes, on n'a pas fait des rapprochements, mais une assistance, c'est comme si ce cabinet, il a aidé, c'est une assistance, il a aidé la société, mais il n'a pas révisé véritablement les comptes. Il y a une norme qui s'appelle constitution d'un dossier d'audit ou d'un dossier de travail. Bien sûr, l'auditeur n'a pas respecté cette norme. On l'a vu également les normes, c'est-à-dire avoir un dossier d'audit, un dossier de travail. Le cabinet n'a acquis aucune preuve. Pourquoi faire? Pour avoir la preuve, justement. Pour avoir la preuve. En cas d'une réunion entre l'auditeur et l'audité, si l'audité contredit ce que vient de dire l'auditeur, ben comment l'auditeur va le convaincre? Il va le convaincre par la preuve. Et la preuve se trouve dans le dossier d'audit. Donc toujours l'auditeur, il est muni de son dossier d'audit. Il est accompagné avec son dossier d'audit. Donc le cabinet n'a acquis aucune preuve véritable justifiant la sincérité des états financiers. Il a simplement vérifié l'exactitude mathématique des comptes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié le solde des comptes, c'est-à-dire débit moins crédit, solde débiteur, sommation de crédit moins sommation de débit, solde créditeur ou solde débiteur. Donc il a fait tout simplement, il a fait un contrôle mathématique. Le dossier, si l'on existe, ne contient aucun test de validation et probablement pas de test de cohérence permettant de justifier. Donc il n'a pas fait aucun test. Aucun test n'a été effectué par l'auditeur, aucune technique d'audit, aucun contrôle, aucun test. Ça corrobore, ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure, mais ce qu'il faut, je mets l'accent ici sur une norme de dossier de travail. Dossier d'audit ou dossier de travail. Donc, les auditeurs travaillent sans dossier d'audit. Et enfin, la dernière norme, en ce qui concerne la rédaction du rapport. Bien sûr, tout ceci a un lien avec le cours qu'on a donné au niveau des normes. À chaque fois, on vérifie est-ce que la norme de compétence est remplie, la norme d'indépendance est remplie, est-ce qu'on a planifié la mission, est-ce qu'on a supervisé les collaborateurs, est-ce qu'on a suivi une méthodologie, et là je fais allusion sur les contrôles, ce qu'on appelle les diligences d'audit. C'est quoi les diligences d'audit? C'est l'ensemble des vérifications et des contrôles effectués au niveau de la mission d'audit. Bien sûr, là je fais allusion à la méthodologie d'audit. Il n'a pas constitué un dossier d'audit. Et bien sûr, la rédaction d'un rapport d'audit, cette norme-là n'a pas été également respectée. Comment? Certes, un rapport a été rédigé, oui, il a rédigé un rapport. Mais ce rapport ne fait pas référence au principe d'établissement des états financiers et semble-t-il à la permanence des méthodes et aux diligences. C'est très intéressant. Je mets l'accent sur les diligences. Ce rapport-là ne nous dit pas avec quel principe on a travaillé. C'est l'étendue de la mission. Avec quelle méthode comptable on a travaillé, c'est l'étendue. Et surtout, avec quelle diligence d'audit on a travaillé. Avec quelle méthode de contrôle on a travaillé. Est-ce qu'on a travaillé avec l'examen? Est-ce qu'on a travaillé avec le contrôle de vraisemblance? Est-ce qu'on a travaillé avec l'observation physique?
Est-ce qu'on a travaillé avec l'examen analytique? Tout ceci n'est pas précisé. Le rapport contient une opinion de certification sans réserve qu'il semble difficile au cabinet, de donner. C'est très difficile dans ces conditions-là. C'est très difficile au niveau de cette société d'émettre un avis ou une opinion sans réserve. C'est très très visible. Sans réserve, ça veut dire tout marche dans cette entreprise, il n'y a aucun dysfonctionnement, aucun problème. C'est très difficile d'émettre cet avis-là. C'est très très difficile d'émettre cet avis-là. Donc, vu la légèreté de la révision, cette révision, elle est légère. Cette révision, elle est légère. Voilà grosso modo ce qu'il en est pour le premier TD. Je passe maintenant au deuxième TD. Alors, le deuxième TD, il porte sur les risques. Le deuxième TD porte sur les risques. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a 3 types de risques. Il y a le risque inhérent, il y a le risque lié au contrôle interne, il y a le risque de non-détection. Je rappelle, le risque inhérent, c'est le risque lié à l'activité de l'entreprise, à son environnement, à sa structure financière, à sa situation financière, à son positionnement sectoriel, etc. Donc à l'activité de l'entreprise, à son environnement et à sa structure financière notamment. Il y en a d'autres qu'on va voir par la suite. D'accord ? Le risque lié au contrôle interne, c'est le risque que le contrôle interne ne permet pas de s'assurer que tous les contrôles, qu'on contrôle tout, c'est quoi le contrôle interne? Regardez, je vais donner la définition de contrôle interne, vous allez comprendre facilement. Le contrôle interne, c'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Donc les risques inhérents, c'est le risque que le contrôle interne ne permet pas justement cette maîtrise de l'entreprise. Ne permet pas cette maîtrise de l'entreprise. Le risque de non-détection, comme l'auditeur a une obligation de moyens et non de résultats, on l'a bien signalé au niveau du deuxième chapitre dédié au cadre général de l'audit financier, on a dit que l'auditeur financier a une obligation de moyens et non du résultat. Assurance, pas d'assurance absolue en audit financier, pas d'assurance absolue, du moment qu'il n'a pas la possibilité de tout contrôler. Par exemple, on vous demande d'auditer la facturation de Tisalat al-Maghrib pendant 4 ans. Et ma foi, vous connaissez la facturation au niveau de Tisalat al-Maghrib, des milliers, voire des millions de factures. Bien sûr, vous êtes amené à travailler avec un échantillon représentatif. Et qui dit échantillon représentatif dit que l'auditeur n'a pas la possibilité de tout contrôler. Donc il y a un risque de non-détection. C'est-à-dire l'auditeur n'a pas la possibilité de tout détecter. L'auditeur n'a pas la possibilité de tout détecter. Voilà grosso modo ce qu'il en est. C'est un rappel de ces types de risques inhérents à l'audit financier et comptable. On va essayer de concrétiser ceci au niveau de ce TD numéro 2. Adressé bien entendu à toutes les sections. Je lis, bien sûr je vais lire, et à la fin, bien sûr, on vous demande, à chaque fois qu'on vous donne une information, présenter les différentes catégories de risques. C'est-à-dire, pour 1, est-ce que c'est risque inhérent ou contrôle? 2, 3, 4, 5, à chaque fois on vous donne un énoncé, et on vous dit quel est le type de risque, et quel est le poste concerné. Alors, votre cabinet réalise une mission d'audit financier sur les comptes de son client, la société Zalar. Votre chef de mission a réalisé les travaux sur place, qui ont porté sur la prise de connaissance générale de l'entreprise, de son environnement économique et de contrôle. La synthèse des points relevés par votre chef de mission pendant son intervention est présentée ci-après. Donc, on vous demande de mener une mission d'audit financier et comptable. Vous êtes, par exemple, vous êtes auditeur dans un cabinet. Et bien sûr, il y a une synthèse. Il y a une synthèse
des points relevés, la synthèse des points relevés. Parmi les points relevés, le premier point. Et on va dire on va présenter le risque, mais de quel risque s'agit-il? La société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel électrique. Voilà, c'est son secteur d'activité. Là, c'est son objet. La concurrence est très forte. Ah, ça c'est l'environnement. Donc il y a une grande concurrence. Il y a une forte pression sur les prix. Donc du moment qu'il y a concurrence, tous les concurrents sont amenés à baisser les prix pour bien sûr, pour garder le positionnement sectoriel, pour garder sa place sur le marché. Les parts de marché de la société sont en net recul depuis 3 exercices. C'est-à-dire, il avait 24% de parts de marché, maintenant 20% et puis 13%, donc il y a un recul. Les marges se dégradent, donc les marges bénéficiaires diminuent, les résultats escomptés en 2018 sont négatifs et la trésorerie est tendue. Donc là, on a un risque inhérent, c'est normal, parce que c'est un risque qui est lié. Alors là, type de risque, c'est un risque inhérent. C'est un risque inhérent. Lié à quoi? Lié à l'environnement. Lié à l'environnement économique de l'entreprise. C'est un risque inhérent, lié à l'environnement, et on peut ajouter même l'activité de l'entreprise, mais surtout l'environnement. Parce que l'environnement, il y a une forte concurrence. Il y a une forte concurrence. Donc c'est un risque lié à l'environnement. Alors l'environnement de l'entreprise, au niveau de cet environnement, il y a une forte concurrence. Quels sont les postes concernés? Donc, chiffre d'affaires, donc il y a une diminution des ventes. Bien sûr, la trésorerie sera affectée, ce qui va se répercuter sur la continuité d'exploitation. Donc, il y aura une sous-activité, l'entreprise aura une sous-activité, c'est-à-dire ses marges bénéficiaires diminuent, donc ça se répercute sur la trésorerie. Donc sa part de marché a diminué, donc son chiffre d'affaires diminue. Et bien sûr, il y a une sous-activité qui va se répercuter sur la continuité d'exploitation. Le futur proche, on va se demander est-ce que l'entreprise serait pérenne. Donc le type de risque, il est inhérent. Les postes concernés, c'est le chiffre d'affaires et la trésorerie. Deuxième information, au niveau de cet exercice, ou le deuxième point relevé par les auditeurs, la société a remporté un appel d'offres important, représentant à lui seul plus de 20% de son chiffre d'affaires. Ça, c'est pour 20% du chiffre d'affaires sur une durée totale de 2 ans. Donc pendant 2 ans, ça constitue 20%. C'est une aubaine pour cette société. C'est une grande chance. Ce nouveau client suppose une main-d'œuvre plus conséquente. C'est-à-dire, si on veut décrocher ce marché, on doit avoir une main-d'œuvre abondante dans la société. Or, la société n'a pas eu le temps de s'adapter, d'adapter sa structure, et donc, il a fait appel à la sous-traitance. Donc, il n'a pas assez de personnel. Quelle est la solution pour cette société? Il a sous-traité. Il a fait appel à la sous-traitance, mais à un coût élevé par rapport au recrutement. À un coût forcément plus élevé qu'en interne. D'accord? Donc là, quel est le problème de cette société? Il a décroché un appel d'offres, mais n'a pas assez de personnel pour honorer cet appel d'offres. Il n'a pas assez de personnel pour honorer cet appel d'offres. La solution pour elle, c'était de sous-traiter, c'est-à-dire d'externaliser le personnel, c'est-à-dire d'aller chercher le personnel ailleurs. Ce n'est pas un personnel titulaire de la société, mais à un coût supérieur au personnel recruté, au personnel, si on a un personnel en interne. Quel est le risque? Bien sûr, là, il y a un problème. C'est un risque inhérent, c'est manifeste. C'est un risque inhérent lié à l'activité de l'entreprise et à l'insuffisance du personnel et le recours à la sous-traitance. Donc, c'est un risque inhérent lié à l'activité de l'entreprise, à l'insuffisance du personnel et au recours au personnel sous-traité. Bien sûr, les postes concernés, ça saute aux yeux, les postes concernés, c'est autres charges
du personnel. Autre charge externe, c'est-à-dire c'est pas charge du personnel. Comment on va payer ces gens-là? On va pas les payer avec charge du personnel, ça c'est un cours de compta général. On va les payer avec le compte au niveau du poste, autre charge externe. Et bien sûr, ça va se répercuter également sur la trésorerie du moment que le coût du personnel externalisé est nettement supérieur au coût du personnel recruté en interne. Ce qui peut se répercuter négativement sur la continuité d'exploitation. Troisième information, afin de financer la croissance, la société a procédé à l'augmentation de son capital. Un associé devient majoritaire vu qu'il détient 40% du capital. Donc, on a augmenté le capital, mais quel est le problème? On a un associé qui est devenu majoritaire parce qu'il détient 40% du capital. C'est aberrant, c'est aberrant. Ce qui pose des problèmes de confusion entre les biens personnels de l'associé et les biens de la société, ce qu'on appelle le patrimoine social. Donc des problèmes de confusion de patrimoine apparaissent entre les biens, bien sûr, ce qu'on appelle le patrimoine personnel et le patrimoine social, sans oublier le risque de manipulation des résultats et d'abus de biens. C'est-à-dire cet associé, du moment qu'il est majoritaire, il va essayer de manipuler les résultats, les comptes, et d'abuser des biens, les voitures de la société, les biens de la société, le patrimoine de la société, il va essayer d'abuser, vu sa position prépondérante dans la société. Là, bien sûr, nous avons un risque inhérent. Effectivement, c'est un risque inhérent, mais c'est un risque inhérent lié à la structure du capital. Il est lié à la structure du capital de l'entreprise. Bien sûr, ça va se répercuter sur quel poste? Donc, du moment qu'il va abuser, ça va donc les charges vont augmenter. Donc, ça va se répercuter surtout sur les charges d'exploitation et le chiffre d'affaires. Ça va se répercuter sur les charges d'exploitation et le chiffre d'affaires. Quatrième élément, quatrième information, la société ne dispose ni de procédures écrites, ni de fiches de poste fixant les attributions de chaque employé. Le système d'information comptable n'est pas encore stabilisé. L'application relative à la saisie et au traitement des données comptables présente quelques lacunes et les procédures comptables ne sont pas appliquées intégralement. Je l'ai dit au niveau des normes. Je l'ai dit au niveau des normes. J'ai dit que évaluation du contrôle interne. C'est quoi le contrôle interne? C'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de l'entreprise. Des exemples. Avoir un système d'information comptable, stabilisé et maîtrisé. Avoir des procédures écrites. Avoir des fiches de poste. D'accord? Séparation des tâches. Un système d'information. Avoir des procédures écrites. Des fiches de poste formalisées. Là, je fais allusion à quoi? Je fais allusion au contrôle interne. Donc, c'est un risque lié au contrôle. Alors, type de risque contrôle. C'est quel contrôle? Vous mettez, s'il vous plaît, contrôle interne. Contrôle, c'est vague. Quel contrôle? Type de contrôle. Contrôle interne. Type de risque, contrôle interne. Les postes concernés, le contrôle interne, c'est l'ensemble des sécurités qui permettent la maîtrise de toute l'entreprise. Donc, tous les postes. Tous les postes. Tous les postes. Je dis bien tous les postes. Cinquième élément, les contrats d'emprunt de la société Zalair prévoient l'obligation pour la dite société de respecter les ratios de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation et d'endettement. On te donne un crédit, regardez, la banque te donne un crédit, mais avec une condition, tu respectes les ratios de l'EBE, vous avez vu ceci au niveau de l'analyse financière, et les ratios d'endettement. Si tu ne respectes pas le ratio de BE et le ratio d'endettement, tu dois faire un remboursement anticipé. À défaut, le remboursement anticipé des emprunts sera demandé. C'est-à-dire, la banque va t'obliger, c'est stipulé dans le contrat, la banque va t'obliger à régler le crédit par anticipation, c'est-à-dire avant l'échéance. Ah, c'est un grand problème pour la société, surtout s'il s'agit d'un crédit à long terme. Bien sûr, là, on a un problème. Quel risque? C'est un risque inhérent. Mais quel est le type de risque inhérent? Comptable. C'est un risque comptable. Quels sont les postes concernés?
c'est les charges, bien sûr, le chiffre d'affaires. C'est les charges et les chiffres d'affaires, mais c'est un risque comptable. C'est un risque inhérent comptable. 6. Les primes de fin d'année sont décidées par les dirigeants sans procédure de fixation de la prime. C'est-à-dire, on donne les primes sans procédure. Ils sont donnés sans procédure. Ces primes sont généralement versées en mars. Les primes de fin d'année sont décidées par les dirigeants sans procédure de fixation de la prime. Il n'y a pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a le mérite? Est-ce qu'il y a l'assiduité? Donc, il n'y a pas de procédure. Donc, pour 6, c'est qui le risque? Toujours, c'est le risque inhérent. Il est comptable. Quels sont les postes concernés? C'est les salaires et les charges sociales. Parce que les primes, c'est la rubrique salaire et charges sociales. C'est un risque inhérent comptable. 7. La paix est sous-traitée à un cabinet spécialisé très connu sur la place. Il y a des sociétés maintenant qui sous-traitent la paix. C'est-à-dire on ne trouve pas le service paix dans la société. On le sous-traite à une société spécialisée en la matière. Le service comptable ne fait qu'enregistrer les écritures mensuelles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait la société? Il enregistre les écritures mensuelles dans les journaux issus des états envoyés par le dit cabinet. Donc le cabinet envoie des états. Et qu'est-ce que le service comptable de la société ne fait qu'enregistrer les écritures? Là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. C'est toujours un risque inhérent comptable et contrôle. Donc, il y a un problème de contrôle et il y a un problème comptable. Donc, toujours, les postes concernés, ce sont les salaires et les charges sociales parce qu'on a sous-traité la paix. Et enfin, le service comptable n'a pas connaissance de nouvelles réglementations sur les actifs. Ça, c'est grave. Surtout l'actif immobilisé. Donc, c'est toujours un risque inhérent lié à la comptabilité. Et quels sont les postes concernés? Donc, l'actif, c'est l'actif immobilisé. Lorsqu'on dit actif, c'est surtout l'actif immobilisé et surtout les immobilisations avec leur amortissement. Voilà, grosso modo, ce qu'il en est des deux TD. Comme vous l'avez pu constater, au niveau du premier TD, nous avons mis l'accent sur le respect des normes. Au niveau du TD, on vous a demandé de déceler au niveau du texte quels sont les risques inhérents, quels sont les risques liés au contrôle et quels sont les risques liés de non-détection. Au niveau de cet exercice, il n'y a pas de risque de non-détection, il n'y a que des risques inhérents et des risques liés au contrôle interne. Je vous remercie.